Merci, Monsieur le Président, chers collègues. En 2017, avec l'adoption de la loi Hulot, la France a voulu être exemplaire en mettant fin à l'octroi de nouveaux permis de recherche et d'exploitation des hydrocarbures sur son territoire. Cette décision traduisait une grande ambition, être à l'avant-garde de la transition écologique et énergétique. Toutefois, près de 10 ans après, seuls quelques pays, quelques États occidentaux relativement peu dotés ont suivi l'exemple français et ont interdit l'exploitation des hydrocarbures, l'Irlande pour le seul pétrole, l'Espagne, le Groenland, le Québec et à partir de 2050, le Danemark. La plupart des autres pays du monde ont fait un choix contraire en accordant de nouvelles licences d'exploitation. C'est le cas du Royaume-Uni, de la Norvège, de l'Italie, mais aussi du Guyana, du Suriname, du Brésil ou encore du Mozambique. Dans ces derniers pays, les zones d'exploitation se situent à proximité immédiate de territoires dits d'outre-mer tels que la Guyane, Mayotte ou les îles Éparses. Or, les résultats économiques de ces stratégies d'exploitation et d'hydrocarbures sont particulièrement visibles dans plusieurs pays voisins. Le Guyana a enregistré une croissance économique de près de plus 63% en 2022, la plus forte au monde cette année-là. Entre 2020 et 2025, son produit intérieur brut a plus que triplé, passant d'environ 5 milliards à plus de 18 milliards de dollars. Les recettes pétrolières ont permis au gouvernement guyanien d'alimenter un fonds souverain qui dépasse désormais plusieurs milliards de dollars destinés à financer les infrastructures et les générations futures. Concrètement, ces ressources financent aujourd'hui la construction de nouvelles routes, d'hôpitaux, d'écoles, de nouveaux ports en eau profonde, l'extension du réseau électrique ainsi que des programmes d'aide directe à la population. Ces dernières années, plusieurs versements exceptionnels ont été accordés aux familles les plus modestes, aux retraités et aux agents publics afin de faire bénéficier la population des retombées de cette croissance. Le salaire minimum a été revalorisé à plusieurs reprises et les investissements étrangers affluent dans l'ensemble de l'économie. Les emplois directs et indirects créés dans le secteur de l'énergie, du bâtiment, des services, de l'hôtellerie ou de la restauration exercent aujourd'hui un véritable pouvoir d'attraction dans toute la région. À quelques kilomètres de la Guyane, un pays autrefois considéré comme l'un des plus pauvres d'Amérique du Sud connaît désormais une transformation économique sans précédent. Cette réalité nourrit inévitablement des interrogations parmi nos populations, qui observent le développement rapide de leurs voisins alors qu'elles continuent à faire face à des difficultés structurelles persistantes. Dans le même temps, nos territoires dits ultramarins continuent de faire face à des difficultés importantes, des problèmes socio-économiques supérieurs à ceux de la métropole, des besoins considérables en infrastructures, un effondrement économique et un coût de la vie entre 20 et 40% supérieur à la métropole. En Guyane, après plus de 5 siècles de présence française, ce grand territoire, comme le Portugal, ne compte qu'environ 440 km de routes nationales, dites nationales. 7 communes sur 22 demeurent encore aujourd'hui totalement enclavées et ne sont accessibles que par avion ou par pirogue. La Guyane connaît l'une des plus fortes croissances démographiques de France avec une population qui double tous les 20 à 30 ans. Près de la moitié de la population a moins de 25 ans, tandis que les besoins en logement, en établissements scolaires, en infrastructures de santé, en réseaux d'eau et d'assainissement se chiffrent en milliards d'euros. Dans plusieurs parties du territoire, accéder à un médecin, à un lycée ou à un service public relève encore du parcours du combattant. À Mayotte, la situation est encore plus alarmante. Avant même le passage du cyclone Chido, une partie importante de la population n'avait accès à l'eau que quelques heures, tous les 2 ou 3 jours en raison de tours d'eau. Dans certains secteurs, l'accès continu à l'eau potable demeure aujourd'hui une exception plutôt qu'une règle. Mayotte est également le département le plus jeune de France, avec près d'1 habitant sur 2 âgé de moins de 18 ans. Tandis que la croissance démographique exerce une pression considérable sur les écoles, les hôpitaux et les infrastructures publiques, le cyclone Chido n'a fait qu'aggraver une situation déjà critique. Des dizaines de milliers d'habitations ont été endommagées ou détruites, des équipements publics ont été lourdement touchés et les besoins de reconstruction restent immenses. Plusieurs mois après la catastrophe, de nombreux Mahorais continuent de vivre dans des conditions extrêmement précaires. Les promesses gouvernementales ne sont ni à la hauteur, ni tenues. Ces réalités concernent la Guyane et Mayotte, mais elles font écho à des difficultés que connaissent également d'autres territoires dits ultramarins. Elles doivent nous interpeller collectivement. Lorsque 53%, soit plus de la moitié de la population, vit sous le seuil de pauvreté en Guyane, et 77%, soit plus des 3/4 à Mayotte, lorsque 7 communes françaises demeurent encore enclavées au XXIe siècle, lorsque l'accès à l'eau potable n'est toujours pas garanti quotidiennement sur une partie du territoire dit national, lorsque des milliers de familles attendent encore la reconstruction de leur logement après une catastrophe naturelle, nous ne pouvons pas continuer à répondre uniquement par des interdictions, des principes ou des doctrines. La transition écologique est une nécessité, c'est vrai, mais elle ne peut être pensée sans les populations concernées.
Elle ne peut se construire au prix du maintien de la pauvreté, du retard d'équipement ou du renoncement au développement. Nos territoires ne demandent pas des privilèges, ils demandent des moyens de leur développement, de leur dignité et de leur avenir. Comment expliquer que toute perspective d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures soit écartée en Guyane ou à Mayotte au nom des impératifs climatiques, alors que la France a importé pour près de 58 milliards d'euros d'hydrocarbures en 2024 et que Total, multinationale française, développe partout dans le monde des projets pétroliers et gaziers majeurs. Total Énergie est notamment engagé dans l'exploitation des ressources du Guyana, du Suriname et du Brésil, mais également dans le canal du Mozambique. Cette contradiction est incompréhensible pour nos populations, alors que l'on interdit même la connaissance du potentiel de nos sous-sols. L'entreprise française Total participe activement à l'exploitation des ressources de nos voisins immédiats. Les emplois, les recettes fiscales, les investissements et les retombées économiques se développent ailleurs, tandis que nos territoires continuent d'accumuler les retards de développement. Le texte qui vous est soumis, déjà adopté par une large majorité au Sénat en première lecture, entend apporter une réponse cohérente à ces contradictions. Il propose de lever, dans les territoires dits d'outre-mer qui y sont soumis, l'interdiction d'octroi de nouveaux permis de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures. Cette évolution redonnerait aux collectivités régionales dites ultramarines désormais compétence pour l'instruction et l'octroi de titres miniers en mer, la possibilité de connaître les ressources de leur sous-sol et, le cas échéant, de décider du lancement d'un projet d'exploitation d'hydrocarbures. Je rappelle que lors de l'examen de la loi Hulot de 2017, le Sénat avait introduit cette dérogation au profit des 10 outre-mer pour tenir compte de leur situation particulière avant que l'Assemblée nationale ne la supprime en nouvelle lecture. On peut également rappeler que la loi Hulot ne s'applique pas en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, où l'exploitation des hydrocarbures est régie par les lois du pays. La levée de l'interdiction de recherche et d'exploitation des hydrocarbures pour l'ensemble des 10 outre-mer reconnaîtrait donc la nécessité d'une différenciation et d'une décentralisation plus poussée des politiques de développement dans des territoires qui, comme leurs voisins, n'ont pas connu la même histoire industrielle que le territoire métropolitain français, ni ne s'est retombé en termes d'infrastructures. Les acteurs économiques dits ultramarins que j'ai auditionnés et de nombreux élus dits d'outre-mer de tous bords politiques soutiennent cette démarche et ont souligné les effets positifs qu'une telle activité pourrait produire. J'aimerais également rappeler une autre contradiction. Depuis plus de 30 ans, les territoires dits ultramarins participent largement aux objectifs environnementaux de la France. En Guyane, 97% du territoire est couvert par la forêt amazonienne. Pourtant, dès le sommet de Rio de 1992, de grandes orientations concernant la sanctuarisation de vastes espaces ont été annoncées par l'État sans consultation des populations concernées. Les Guyanais ont ainsi vu multiplier les contraintes liées à la protection de leur territoire sans que les compensations économiques promises aux territoires qui préservent les grands équilibres climatiques mondiaux ne soient au rendez-vous. 30 ans plus tard, les milliards annoncés dans le cadre des mécanismes internationaux de compensation se font toujours attendre, tandis que les grands pays industrialisés continuent de consommer massivement des hydrocarbures. Nous demandons à certains territoires de renoncer à toute perspective de développement au nom du climat, alors même que ceux qui donnent les leçons continuent d'importer, de produire et de consommer. Plus préoccupant encore, cette sanctuarisation n'a même pas permis de protéger efficacement les espaces concernés. Aujourd'hui, plus de 180 sites d'orpaillage illégal demeurent actifs en Guyane, dans un nombre important, au cœur même du parc amazonien de Guyane. Ces activités détruisent la forêt, polluent les cours d'eau au mercure, menacent physiquement les populations locales et alimentent une économie criminelle transfrontalière. Comment expliquer aux Guyanais qu'il serait interdit de réfléchir à leur propre développement au nom de la protection de l'environnement, alors que l'État n'est même pas en mesure d'empêcher le pillage quotidien de ces territoires? En l'état du droit, les redevances d'exploitation seraient partagées à moitié entre les régions dites d'outre-mer et l'État. Même d'un montant limité, leur impact serait considérable. À titre d'exemple, le budget annuel de la collectivité territoriale est uniquement de 900 millions d'euros, dont moins de 300 millions d'euros pour l'investissement. C'est une part très limitée pour développer un pays aussi grand que le Portugal. Les activités minières pourraient financer de nouvelles infrastructures, attirer d'autres investissements, soutenir la création d'emplois et renforcer l'attractivité économique des territoires. Elles contribueraient également à limiter les risques de décrochage économique vis-à-vis des pays voisins qui connaissent une croissance soutenue grâce à l'exploitation des hydrocarbures. La question n'est donc pas uniquement celle de la consommation, mais aussi celle de l'origine des approvisionnements. Nous continuons à faire venir les hydrocarbures que nous consommons depuis l'autre bout du monde, parfois à plus de 10 000 km des pays du Nord, alors même que nos territoires sont situés dans des bassins énergétiques majeurs. En Guyane, l'écart de prix du carburant avec certains pays voisins dépasse régulièrement 1 euro par litre, au point de favoriser des approvisionnements transfrontaliers illégaux.
cette situation illustre les limites d'un modèle qui repose exclusivement sur l'importation. Je considère qu'une production locale, encadrée par des normes environnementales strictes et de nature à développer un territoire, est préférable à des importations. Elle renforcerait notre souveraineté énergétique et améliorerait notre balance commerciale. Chers collègues, je vous invite donc à lever, en adoptant cette proposition de loi, un obstacle à l'indispensable développement économique des territoires dits d'outre-mer. En votant ce texte, vous reconnaîtrez enfin une réalité simple. Nos territoires ne peuvent plus être administrés à travers des doctrines conçues depuis Paris ou Bruxelles, sans tenir compte de nos besoins, de nos réalités, de nos contraintes et des aspirations légitimes de nos populations. Vous montrerez que vous avez entendu cet appel au développement, à la dignité et à la responsabilité. Car pendant que nos voisins investissent, construisent et se développent grâce à leurs ressources, nos territoires continuent d'accumuler les retards en matière d'infrastructures de logement, d'emploi et de services publics. Chez nous, la crise n'est plus une menace, elle est déjà là. Le chaos économique et social s'installe progressivement, la pauvreté progresse, les perspectives se réduisent, les tensions s'accumulent et les réseaux criminels prospèrent sur l'absence d'opportunités offertes à notre jeunesse. Nous ne demandons ni privilèges, ni traitement de faveur, nous demandons le droit de décider de notre développement et les moyens de construire notre avenir. Le véritable danger aujourd'hui n'est pas d'agir, le véritable danger est de persister dans l'inaction, de maintenir un modèle qui a échoué et qui condamne nos territoires à l'appauvrissement, à la dépendance et au déclassement. Ce texte offre l'opportunité de reprendre en main notre destin. Ne laissons pas passer cette chance. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur, pour la présentation de votre proposition de loi. Nous allons passer aux orateurs des groupes. Pour le groupe du Rassemblement national, monsieur Alexandre Lou. Les engagements climatiques qu'a pris la France, elle est un peu isolée. Je ne pense pas qu'on réglera le problème du réchauffement climatique de façon isolée. Et deuxièmement, je l'ai dit dans mon intervention liminaire, la Guyane, Mayotte, nous sommes des pays du Sud en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur ces territoires, mais peut-être que vous n'êtes pas resté longtemps, vous n'y vivez pas. La réalité, c'est que dans nos territoires, nous n'avons que des caractéristiques de pays sous-développés. Totalement. Et on comprend très bien la position des pays du Sud. On comprend la position de Lula, président de la République, qui, je ne pense pas, ce n'est pas un climato-sceptique, mais qui a besoin des hydrocarbures pour financer la transition écologique. Qui sait que cette transition écologique, elle va durer un certain temps, et que vu que les puits du sud du Brésil s'épuisent, eh bien, qu'il a décidé, à la veille de la COP30 d'ailleurs, eh bien, de forer, d'explorer, juste à côté de la Guyane, sur les eaux donc, du territoire de la MAPA. Donc en fait, j'ai envie de vous dire qu'il y a ce qu'on peut penser, et puis il y a la réalité en fait, des situations des pays du Sud et de nos territoires, notamment Mayotte et la Guyane. Monsieur le rapporteur. Chers collègues catalans, j'ai envie de te dire que déjà, je ne comprends pas comment un parti comme la LFI puisse accepter et admettre le principe qui pourrait être décidé pour les Guyanais ou pour les Mahorais. Nous avons la totalité des élus, toute la collectivité territoriale, à l'unanimité, les 22 maires et les 4 parlementaires de Guyane qui souhaitent et qui soutiennent ce texte. Donc, les notions de démocratie, les notions de respect, en fait, des positions des élus locaux, puisque nous sommes dans une démocratie représentative, déjà, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que c'est totalement faux de prendre uniquement comme exemple les pays du Nord. Il faut aller voir ce qui se passe au Guyana. Ils ont créé un fonds souverain. Et effectivement, ils créent des infrastructures, ce que la France ne fait pas chez nous. Et pour terminer, je l'ai dit dans mon propos liminaire, il y a 18 000 km² de la forêt guyanaise qui est dépouillée, détruite par l'orpaillage illégal. 18 000 km². Il y a une intoxication au mercure. En fait, la France, elle ne fait rien en fait en Guyane. On a mis sous cloche un territoire, soi-disant pour le protéger, et en réalité, la nature ayant horreur du vide, il est totalement détruit. Et pour finir, s'il y a une pollution au pétrole, tu sais que nous sommes situés là où il y a l'Orénoque et l'Amazone. La Guyane sera forcément impactée. Parce que tous les pays qui sont à côté de nous explorent, exploitent. Et sur l'histoire de M. Pouyanné, qui dit qu'il n'y a pas de pétrole, franchement, la LFI qui prend l'exemple de Pouyanné pour dire qu'il n'y a pas de pétrole, très sincèrement, le Guyana a foré plus de 30 fois avant de voir là où il y avait du pétrole et du gaz. Merci. Donc laissez-nous regarder, au moins savoir ce qu'il y a, mais je ne crois pas en total. Merci, monsieur le...
En fait, ça va être rapide parce que le collègue socialiste, je pense que vous savez, les socialistes ont été au gouvernement à plusieurs reprises, non? Donc l'État de la Guyane, les socialistes ont une large responsabilité sur la situation de la Guyane, sur la situation de Mayotte, sur la situation des territoires d'outre-mer. Donc quand vous promettez que, bon, il faut envisager les choses différemment, laissez-nous penser pour vous, etc., mais vous étiez aux responsabilités. Vous étiez aux responsabilités. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Guyanais ne croient plus, en fait. Les Mahorais ne croient plus. Les habitants des territoires d'outre-mer, vous avez vu ce qui s'est passé en Martinique, les mouvements contre la vie chère, chaque fois c'est cyclique. Ce sont des mouvements extrêmement violents, ils seront de plus en plus violents. En plus, la France est dans une période d'austérité budgétaire, quoi. Ils vont faire quoi en fait? Vous croyez qu'on va désenclaver les routes le territoire guyanais? La Guyane contribue, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, hein, sur la question de la transition écologique. Dans un an, concernant la consommation, nos besoins électriques, la Guyane sera à 100% ENR. 100%. Donc, qu'est-ce qu'on a à demander aux Guyanais de contribuer plus encore? Au nom de quoi on devrait contribuer plus que les autres, en fait? Au nom de quoi? Vous vous sentez, vous, responsable en disant que c'est à vous de décider à notre place? Vous avez la multimodalité, il y a des trains, il y a des routes, on a la possibilité de prendre l'avion, etc. Chez nous, c'est pas ça, hein. Vous avez des milliers de personnes qui meurent tous les jours pendant que je vous parle. C'est ça la réalité de la Guyane. Cette proposition de loi. Merci, Madame la députée. Monsieur le rapporteur. Cher collègue Pochon, d'ailleurs, j'ai vu que ce sont les écologistes qui ont déposé le plus d'amendements, toutes sortes d'amendements de toute nature d'ailleurs, avec une stratégie d'ailleurs. Moi, j'ai envie de vous dire, en fait, à vous écologistes, parce qu'il y en a en Guyane, hein, et qui, dans leur pratique, utilisent des véhicules diesel, des pick-up partout dans la forêt. En fait, entre ce qui est dit ici et les pratiques des écologistes en Guyane, il y a un gap. Moi, j'ai envie de vous dire que nous ne sommes pas des climato-sceptiques. Mais à un moment donné, il faut avoir du réalisme politique. Je vous parle du plateau des Guyanes. Donc si vous n'êtes pas allé sur place pour voir ce qui se passe au Guyana, au Suriname et dans le nord-est du Brésil, ce qui va se passer, vous n'allez rien comprendre. À la frontière, dans ma circonscription, il y a une ville qui avait à peine 500 habitants il y a quelques années. Il y aura 150 000 habitants juste à la frontière, à côté de chez nous. Il y en a déjà 40 000. Les jeunes Guyanais partent déjà au Guyana pour aller travailler. Le Guyana a besoin d'1 million d'habitants. Ce sont des pays avec de très faibles populations et du coup, les retombées du pétrole, effectivement, ça a un impact réel sur les pays concernés. Vous comprenez? C'est un impact réel. Ce sont des milliards et des milliards qui sont dans le fonds souverain du Guyana aujourd'hui. Donc, ce que vous dites là ne correspond pas du tout à la réalité. Merci, monsieur. Merci à vous, monsieur le rapporteur. Oui, je vais pas être très long, chers collègues. En fait, je pense vraiment qu'il y a un écart important, il y a une forme d'inculture et de méconnaissance de ce qui se passe dans nos territoires. La protection, la capacité de la France à protéger nos territoires, notre littoral, ou même de financer la transition écologique, c'est un mirage en fait. Je vais vous donner l'exemple, je parle aux collègues écologistes aussi, puisque nous siégeons à la commission développement durable, et ça fait 4 ans que je suis député. Ça fait 4 ans que je crie tout seul dans cette commission, en leur disant, la réalité c'est que la Guyane n'est pas protégée. Vous savez que la nature est l'horreur du vide. On a un milieu halieutique qui est très intéressant chez nous en Guyane. Vous savez que les Coréens viennent avec des flottes de 40, 50, 60 chalutiers pêchés dans les eaux guyanaises. Vous savez que ça fait 40 ans que l'orpaillage illégal, 40 ans que les orpailleurs illégaux tirent 10 tonnes d'or par an. Alors qu'à l'époque, quand nous avions des opérateurs il y a plus d'un siècle, la France était en capacité de contrôler la forêt guyanaise. Il y avait des comptoirs d'or, il y avait des postes douaniers partout. Avant, nous avions une flotte entre 100 et 150 chalutiers avec des compagnies américaines, des compagnies coréennes, des compagnies françaises, des compagnies guyanaises, etc. Aujourd'hui, il reste 6 chalutiers. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des politiques publiques qui sont incomprises par les populations. Et tout ce que vous dites ici, les gens de nos territoires qui vous écoutent, ils ne vous croient pas. Et ils ont raison de ne pas vous croire.
Merci, monsieur le rapporteur. Pour le groupe Horizon, monsieur Henri Alphonse. Cher Jean-Victor, chers collègues, notre groupe est très attaché au principe de différenciation territoriale. Les Outre-mer ne sont pas des extensions de l'Hexagone. Nous avons nos contraintes, nos urgences, mais aussi nos ressources et nos ambitions. Ces réalités appellent des réponses adaptées. Et le Conseil d'État, je le répète, le Conseil d'État l'avait lui-même souligné dans son avis sur la loi Hulot, dont on parle beaucoup. Il disait l'absence d'adaptation pour nos territoires, eu égard à leur moindre développement et à leur très faible contribution au réchauffement climatique, devrait être justifiée. Conseil d'État. Cette absence d'adaptation de la loi Hulot n'a jamais été justifiée, comme le dit le Conseil d'État. Notre groupe lui soutient cette initiative du sénateur Patient et portée à l'Assemblée par le collègue Jean-Victor Castor. C'est une question de souveraineté énergétique et de cohérence pour la France, pas pour la Guyane seulement, pour la France. La stratégie nationale bas carbone, ça a été très bien dit par le collègue d'Horizon, je n'ai rien à retirer à ce qu'il a dit. La stratégie nationale bas carbone de la France prévoit elle-même, jusqu'en 2050, c'est-à-dire dans 24 ans, que la France va consommer par jour entre 40 000 et 100 000 barils de pétrole par jour, jusqu'à 2050. La question n'est donc pas de savoir si la France consommera des hydrocarbures, mais où va-t-elle acheter cet hydrocarbure? En Guyane, tous les pays de la façade atlantique les exploitent, génèrent des emplois, construisent leur autonomie. Seule la Guyane resterait à l'écart et la France leur achète leur pétrole à ces pays étrangers. Maintenir cette interdiction, c'est accepter de s'approvisionner auprès de pays aux standards environnementaux et sociaux bien moins exigeants que ceux que nous imposerions ici. Mais soutenir ce texte ne veut pas dire avancer les yeux fermés. La loi de 2017 répond à une exigence climatique réelle. Et nos territoires ultramarins sont en première ligne du réchauffement. Nous devons être lucides. Les ressources exploitables ne sont pas garanties. Les délais seront longs et les risques environnementaux, notamment en offshore, sont réels. Le point central, ce sont les garanties. Si une dérogation est ouverte, elle doit s'accompagner de garanties durables et vérifiables. La question est simple. Qui assume les risques? Qui bénéficiera des retombées? Comment garantir la richesse créée qui profitera aussi au territoire guyanais? Par ailleurs, la souveraineté énergétique ne peut pas se limiter aux hydrocarbures. Il faut aussi passer par des énergies renouvelables, sobriété, efficacité énergétique, évidemment. Enfin, j'interpelle le gouvernement. On ne peut pas dire aux Outre-mer pas d'hydrocarbures sans leur proposer d'alternatives concrètes au développement. Ce serait la double peine. Nos territoires ont des besoins réels, des chômages structurels et des enclavements lourds. Et puis j'attire votre attention sur un paradoxe. En France hexagonale, on exploite du pétrole aujourd'hui. Pourquoi pas en Outre-mer? Ne serait-ce pas un réflexe d'un parent qui ne souhaiterait pas voir son enfant s'émanciper? Nos territoires méritent des réponses à la hauteur, pas des injonctions déconnectées des réalités et dogmatiques. J'ai dit. Merci, monsieur le député. Non, merci, monsieur. Chers collègues, il est intéressant d'entendre le regard de Paris sur le sujet qui est porté aujourd'hui. Mais à l'échelle du monde, les pays du Nord n'ont jamais mis l'argent sur la table pour compenser et donc permettre aux pays du Sud de se développer sans exploiter leurs ressources endogènes, à l'instar des pays du Nord, dont la France. Il y a de belles annonces, mais l'État n'a jamais été au rendez-vous pour nos territoires. S'il y a bien un mirage ici, c'est bien celui des garanties de l'État qui n'existent pas en Outre-mer et plus singulièrement à Mayotte et en Guyane. Il n'y a qu'à voir au travers des budgets successifs de la nation pour les Outre-mer. Nous avons évalué le besoin au travers de la délégation aux Outre-mer, un besoin à hauteur de 11 milliards pour répondre à l'urgence dans nos territoires d'outre-mer. Il était transmis, mais aucune discussion à ce jour, bien au contraire. Je veux bien tout entendre, mais à un moment, il y a des limites à ne pas franchir. Nous avons bien compris que nous devons faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes, car nos vies sont en jeu. Nous sommes livrés à nous-mêmes, nous sommes enfermés sur nous-mêmes. Les sujets outre-mer ne vous intéressent pas, sauf quand cela peut avoir un intérêt pour la nation. Les territoires dits d'outre-mer sont potentiellement stratégiques de par leur situation géographique pour la France. Mais nos vies n'ont aucun intérêt pour ce pays-là aujourd'hui. Et quand je vous dis ça, je pèse mes mots. Alors avec respect, laissez-nous faire, laissez-nous essayer, car jusqu'à preuve du contraire,
Je n'ai jamais vu les bienfaits des différents politiques publiques en matière économique, sociale, sanitaire dans nos territoires. Là où vous avez l'opportunité de vous faire soigner en prenant un taxi, un métro, un TGV, nous devons prendre l'avion pour les communes qui sont enclavées pour arriver sur le littoral. Et très souvent, c'est la pirogue. Et quand il n'y a pas les éléments nécessaires pour soigner nos populations, nous devons prendre l'avion, soit pour nous rendre aux Antilles, ou soit pour nous rendre à Paris. Donc, avec un tel retard accumulé, avec une telle situation dans nos territoires, nul ici, avec tout le respect que je dois, ne peut prétendre venir nous donner des leçons en matière de développement et de protection de la nature. S'il y a bien des peuples qui savaient protéger la nature, c'était bien les peuples autochtones, avant l'arrivée des colonisateurs. On nous a obligés à rentrer dans un système économique, dans un système de consommation. Maintenant qu'on veut s'émanciper, s'affranchir de ce nombre de choses, on veut nous empêcher encore. Les interdits, c'est terminé. Et le temps où vous décidiez à nos places, en lieu et place des gens qui sont élus démocratiquement, est révolu de la sorte. Donc, chers collègues, s'il vous plaît, aujourd'hui, on vous demande juste d'être intelligent, de comprendre ce qu'on vous dit aujourd'hui et de ne pas avoir de posture dogmatique sur un sujet qui est en train de tuer des gens à l'heure actuelle. Je vous remercie. Merci, Monsieur Riemann. Monsieur le rapporteur. Oui, je vais juste poursuivre en demandant justement aux collègues qui ont trouvé l'audace de proposer des amendements de suppression, c'est-à-dire refuser. Vous savez que les Guyanais, ils suivent là en fait. Les Mahorais aussi, les gens de nos territoires suivent en fait. Et vous proposez des amendements de suppression, ça, vous leur dites non, il n'y a même pas de débat en fait, c'est nous qui décidons. Vous avez 2 représentants de la Guyane qui présentent un texte et vous leur dites non, 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 il n'y aura pas de débat. Hein, parce que nous considérons que. Est-ce que le collègue David Riemann vient de vous dire mais les gens se disent mais ces gens-là pensent comment en fait? Vous pensez comment en fait? En fait, vous vous érigez en donneur de leçons. Vous vous érigez en... Voilà, qu'on discute et que vous nous dites, mais est-ce que c'est la bonne voie? D'accord, on peut discuter. Mais entendez ce qu'on vous dit aussi. Entendez ce qu'on vous dit. Moi, je vous dis que sur le plateau des Guyanes, vous voyez, si ce texte-là ne passe pas, que ce soit la gauche ou la droite qui sera à la présidence de la République, vous serez confronté à une situation qui sera intenable sur le plateau des Guyanes. Une situation qui sera intenable dans le canal du Mozambique. Et pour terminer, imaginez que tous les pays du monde avaient pris la même décision que vous. Plus d'énergie fossile. Là, tout de suite, là, comme ça, de façon catégorique. On en serait où? Vous croyez que c'est possible? Donc il y a bien une forme de réalisme politique. C'est-à-dire que vous acceptez d'exploiter, d'explorer ailleurs, que vos multinationales exploitent ailleurs, parce que la France a besoin de ce pétrole. Tout ce qu'on a sur nous, tout ce qui est autour de nous, ce n'est pas simplement à la pompe. Hein. Merci, monsieur le... C'est alors que vous avez des pétroliers qui font 10 000 kilomètres pour amener du carburant en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe. Je ne sais pas si c'est de bonne politique hein, en matière environnementale, en matière de protection contre le réchauffement climatique. Oui, merci, Président. Je rappelle juste que quand vous parlez de logique d'extractivisme, en fait, on déplace le problème aujourd'hui, puisque on arrête l'exploitation d'hydrocarbures pour tous basculer dans l'extractivisme minier. Les terres rares doivent servir à la transition écologique, pour les batteries, pour tout ce qu'il y a à faire en matière de cela. Jusqu'à preuve du contraire, tout ce qui vient du sous-sol, et je rappelle que tout ce que nous avons, tables, chaises, vêtements, micros, tout ce que nous avons là, il vient du minéral. Et tout ce qui sort du sous-sol, ne se renouvelle pas, jusqu'à preuve du contraire. Donc dans tous les cas de figure, quel que soit le modèle, il va falloir les prendre dans le sous-sol. Il va falloir les toucher à l'environnement et potentiellement le mettre en difficulté. Et ce ne sont pas les États qui vont faire ça, ce sont les entreprises privées. Le même capitalisme que vous dénoncez, c'est lui qui opère le changement, la transition écologique aujourd'hui. Parce que quand nous on regarde la PPE, qui fait plus d'1 milliard en Guyane, et qu'on voit l'État et notre collectivité, à eux deux, mettre à peine 30 millions, et on demande qu'est-ce qui va mettre le milliard? Ah ben ce sont les investisseurs privés. Donc il faut qu'on arrête de se leurrer 2 minutes. La réalité du monde n'est pas ce que vous exposez aujourd'hui. Donc tant que vous n'apporterez pas une solution concrète à nos réalités, nous resterons sur cette position-là. Merci, M. Riemann. M. Servat. Merci, Monsieur le Président. Moi,
je suis surpris, j'ai l'impression d'être dans une réalité parallèle. Alors, je veux juste poser quelques questions pour m'assurer que je suis bien dans le même monde que vous. Est-ce que dans la stratégie bas carbone jusqu'à 2050, la France va continuer à consommer entre 40 000 et 100 000 barils de pétrole par jour? Oui ou non? Alors, si vous me dites non, je m'arrête, mais je pense que c'est oui. Deuxième question, donc on préfère acheter à l'étranger, payer à l'étranger des barils de pétrole que de toute façon on va consommer, ou les produire nous-mêmes en termes de souveraineté française énergétique? Deuxième question que je pose. Donc si vous me dites qu'on préfère les achats à l'étranger, avec des extractions qui ne garantissent pas la sécurité sanitaire ou environnementale, je m'arrête tout de suite. Mais à ces deux questions, la réponse est oui. Donc que diable, puisque les élus ultramarins, guyanais sont d'accord et que ça va dans l'intérêt de la souveraineté de la France, laissez-nous discuter et votons ce texte. Merci, Monsieur Servat. Monsieur le rapporteur, et puis on passe à l'examen des amendements. Oui. Donc, je vais juste répondre à la collègue Catala. En fait, dans ton développement, mais en fait, tu veux définir le projet de développement de nos pays, en fait. Tu veux d'ici définir le projet. Si, attends, là, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Donc, c'est bon. Non, c'est à nous de décider. C'est à nous de décider comment nous voyons le développement. Et deuxièmement, je le redis ici, à tous, à toutes et à tous, c'est un leurre de dire que la Guyane, c'est le territoire voilà, où la forêt elle est protégée, que c'est l'étendard de la France. C'est faux. Est-ce que vous comprenez ça? C'est totalement faux. La Guyane, elle est pillée, elle est détruite. Et je vais vous dire une dernière chose. Hein. Moi, c'est un discours que je tiens partout. La situation, elle est à la limite où les cartels vont s'imposer. On a un effondrement de toutes les institutions. Alors, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous voulez quoi ici? Que la Guyane soit un territoire contrôlé par les cartels comme dans certains pays? C'est ce qui est en train de se passer, là, en ce moment. Donc, ne décidez pas à notre place. De toutes les façons, s'il y a la levée donc, de cette interdiction, il y aura au moins 10 ans encore. Parce qu'entre le temps de forêt, le temps de prospecter, etc., il n'y aura pas d'exploitation dans l'immédiat. Mais bon Dieu de bon sang, au moment où je vous parle, Lula, la présidente du Suriname, la présidente du Guyana, ces gens-là sont en train de discuter et de mettre des stratégies du plateau des Guyanes en place. Merci, monsieur le rapporteur. Bien, chacun a été éclairé sur le débat d'amendement de suppression. Oui, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, je trouve osé, de la part donc, de collègues, d'interdire le débat en proposant ces amendements de suppression. Et je ne vais pas argumenter plus que ça. Moi, je vous demande de retirer vos amendements de suppression. Je vous demande de retirer vos amendements de suppression pour permettre à ce débat d'avoir lieu. Parce que nos populations écoutent. Elles veulent savoir, elles veulent que ce débat ait lieu. Très bien. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai 3 demandes de parole. Madame Catala, est-ce que vous retirez votre amendement? Non, je ne retire pas mon amendement. Nous sommes au débat sur les amendements. Donc cet amendement fait partie du débat, comme sur tous les textes. Donc, nous avons le droit de déposer les amendements de suppression. Très bien, donc vous aviez demandé la parole. Et je veux rappeler que vous nous dites, monsieur le rapporteur, que les Guyanais souhaitent ce texte. Et vous avez certainement raison, évidemment. Je ne vais pas le contredire. J'imagine que de nombreux habitants de votre circonscription soutiennent ces mesures. Mais nous avons reçu aussi des courriers signés de Guyane Nature Environnement, signés du groupe d'études et de protection des oiseaux en Guyane, signés d'une association qui s'appelle Quata, signés de Maori Nature, signés de la Société d'études et de protection et d'aménagement de la nature en Guyane, signés du collectif Stop Pétrole Offshore Guyane, signés du Conservatoire des espaces naturels Guyane. Et donc, vous ne pouvez pas dire que nous n'écoutons pas non plus ce que souhaitent d'autres personnes. Je crois que lorsque nous légiférons, nous ne légiférons pas que pour nous-mêmes, et nous légiférons en écoutant des choses qui, je crois, devraient être d'intérêt supérieur. Par exemple, le rapport du GIEC. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on discute d'une loi qui relève des questions environnementales et de biodiversité, écouter le GIEC, ça me paraît nécessaire. Merci, et Mme Catala. je voudrais vous rappeler que lorsque nous légiférons, je crois que c'est une expression très juste. Merci, c'est nous terminé, Mme en tant Catala. que député du peuple humain. Merci beaucoup. Monsieur Loubet. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. En réalité, on voit bien qu'à travers... Dans l'explication.
Je ne suis pas climato-sceptique. Vous savez pourquoi? Nos territoires ultramarins, c'est eux qui subissent le plus brutalement le réchauffement climatique et la montée des eaux. Dans ma circonscription, Pointe-à-Pitre, eh bien, il y a 25% des terres qui vont être englouties dans 20 ans. Et ce sont les ultramarins et les territoires qui polluent le moins. Donc, on n'est pas climato-sceptique, on vit les dérèglements climatiques, on les subit. Deuxièmement, je ne suis pas de droite, je suis de gauche. Donc, ne nous importez pas dans notre problématique des problématiques dogmatiques, droite-gauche, etc. Ce n'est pas la question. Et enfin, oui, la France hexagonale produit et exploite du pétrole aujourd'hui. Pourquoi pas en Guyane? Oui, il y a une stratégie de sortie internationale du pétrole, mais personne ne veut contester ça. On est d'accord avec vous sur ça. Simplement, on va de toute façon consommer, je le répète une autre fois, on va en consommer jusqu'à 2050. Alors, autant le produire nous-mêmes au lieu de l'acheter ailleurs. Bien. Monsieur Riemann, pardon. Votre micro, Monsieur Servat. Oui, merci, Monsieur le Président. 2 éléments pour contextualiser la chose. Aujourd'hui, la Guyane est un très, très gros contributeur à l'échelle de la nation par rapport à la taxe carbone, qui rapporte des milliards et des milliards à la nation. Il n'y a pas un centime qui est reversé à ce territoire-là. Pas un seul. Et je n'ai jamais entendu aucune émotion particulière dans les débats budgétaires à l'échelle de la nation. Ensuite, je vous ai donné un chiffre tout à l'heure. Je vais le réitérer encore ce midi. 11 milliards. La délégation aux Outre-mer dont je suis le président, nous avons évalué les besoins en matière pour répondre à l'urgence, l'eau, la dépollution au chlordécone, l'accès à l'électricité, le minimum vital pour nos concitoyens ultramarins à hauteur de 11 milliards. Le budget dédié aux Outre-mer est de 2,9 milliards. Lorsqu'on a donné ce chiffre-là, qui est de droit, on nous a rayonné. Mais de qui se moque-t-on là, ici, là? Donc, à un moment donné, il faut qu'on ait un peu de décence entre nous-mêmes et qu'on arrête ce genre de choses-là. Nous vous demandons juste, à partir du moment où la nation est en échec, de nous laisser faire. Merci. Merci, M. Riemann. M. Pétavy, et on va passer au vote. Enfin, monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Je venais... Qui n'a pas de travail. Et qui a la seule alternative, c'est le trafic de drogue. C'est ça. Vous savez que quand vous prenez un avion en Guyane, un avion de 300 places, il y a parfois 50, 60, 70 mules. C'est ça la réalité de la Guyane. C'est-à-dire que les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue, les gens qui organisent la prostitution, les fameux cartels dont je vous parle, c'est eux qui offrent quelque chose à notre jeunesse. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous voulez décider à notre place. Vous voulez décider... Et quand je dis décider, vous, en tant qu'élus, mes chers collègues catalans, toutes les organisations dont tu as parlé tout à l'heure, c'est qui? Tu sais que la plupart d'entre elles, ce sont des gens qui sont là pour 3 ans, hein, qui ramènent votre doctrine en Guyane, dans ces associations, qui interdisent tout. Quand je vous dis tout, c'est-à-dire que les peuples autochtones n'ont même pas le droit de couper une feuille de balourou. Que le jour où il y a eu la commémoration, il y a un jour dans l'année où il y a une commémoration des peuples autochtones, on a vu l'ONCFS venir, fusil, pistolet à la main, pour traquer ces populations autochtones parce qu'elles utilisent des plumes d'oiseaux pour faire des colliers, ou etc. En fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe chez nous, en fait. On a fait de la Guyane un territoire d'interdit, où on ne peut pas faire de route, on ne peut pas faire de pont, on ne peut rien faire, en fait. Hein? Donc, moi, je vais être très clair ici. Nous ne sommes, je le répète, nous ne sommes pas des climato-sceptiques, mais il y a une réalité, c'est que sur le plateau des Guyanes, il se passe quelque chose, une situation qui est intenable. Et à un moment donné, en tant que responsable politique, on doit tenir compte de ces réalités-là. On doit être intelligent, y compris dans la programmation de la transition écologique. Merci, monsieur le rapporteur. Bien, je vais mettre aux voix ces 2 amendements de suppression. Tout d'abord, le CE1 de... Oui. Tout d'abord, les 2 identiques de suppression.
Donc, je vais les mettre aux voix. Je pense que chacun a été éclairé sur l'objectif de ces amendements. Alors, je veux préciser quand même, il y a 3 parlementaires qui ne peuvent pas participer au vote. Il s'agit de M. Christian Baptiste, M. Sébastien Pétavy et M. Olivier Servat. Vous n'êtes pas membre de la commission ce jour, mais je voulais le préciser. Donc, sur ces amendements de suppression, avec un avis défavorable du rapporteur, qui est pour ? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Qui est contre ? 14, 15, 16. Je monte 16. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Oui, c'est ça. Donc, les amendements sont adoptés. Et l'article 1er est ainsi supprimé. Il nous faut voter aussi sur l'article 2 qui avait été supprimé par le Sénat. Et donc, il faut confirmer cette suppression. Donc, sur l'article 2, je mets aux voix la confirmation de la suppression de l'article 2 du Sénat, qui est pour la suppression de l'article 2. Là, il faut confirmer la suppression qui a été votée au Sénat. Qui est pour ? Qui est contre ? La suppression est confirmée. Étant donné que l'article 1er n'a pas été voté, eh bien, nous n'avons pas à voter le texte de loi. Et l'amendement CE17 et l'amendement CE8 qui avaient été déposés tombent et la proposition de loi n'est pas votée et donc rejetée. Merci, chers collègues. Je suspends la séance.